Autre gros dossier du jour, on va parler de guerre cognitive qui prendrait comme appui l'histoire avec un grand H majuscule. On remarque en effet depuis pas mal de temps une rhétorique sur divers plateaux, que ce soit en Europe, notamment en France, de la part de certaines personnalités médiatiques bien connues, algériennes ou françaises d'ailleurs, politiques ou écrivains. On entend une tirade qui a pour substance idéologique, marquée à droite, une visée à amoindrir ou déconstruire l'épopée nationale ou révolutionnaire algérienne, voire même des cibles contre l'identité nationale, voire même parfois à toucher au patrimoine géographique. On le voit, tous les coups sont permis et s'intensifient de plus en plus. Un peuple qui ignore son passé est condamné à le revivre, disait un célèbre barbu allemand. Place aux échanges avec notre invité du jour, c'est tout de suite. Et je vous le disais, pour parler d'histoire nationale comme objet d'attaque, je reçois Mosfa Riati, professeur en pédiatrie, mais pas que, on a beaucoup de mal à vous présenter, professeur en médecine bien entendu, chercheur, écrivain, historien. Bonsoir, bienvenue. Merci de l'invitation, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a voulu intituler notre rencontre du jour, notre entrevue du jour, Histoire cible des attaques cognitives, notamment de la plupart on va dire, des personnalités qui soient à l'étranger ou même ailleurs, qui de plus en plus se mettent à attaquer au niveau des idées l'objet qui est l'histoire de l'Algérie. Est-ce que selon vous, c'est une vue de l'esprit ou ce sont des anecdotes qu'on a entendues? Non, pas du tout, c'est même une stratégie. En ce sens que jusqu'à présent, l'histoire de l'Algérie a été écrite par des non-algériens et notamment par les anciens colonialistes. Et leur objectif, c'est justement de faire douter en tout. La preuve, c'est l'histoire que l'Algérie n'a pas existé avant l'occupation française, alors que nous avons des tomes, des dizaines de lettres qui établissent des relations entre l'Algérie d'avant 1830 avec différentes capitales européennes et avec les États-Unis. Donc ça, c'est des faits. La France a toujours, et les écrivains français notamment, ont toujours fait, si vous voulez, le pas sur la réalité, et on a utilisé beaucoup de choses fausses. Par exemple, on appelle l'Algérie la régence d'Alger, alors que dans des livres, notamment anglais et même français, du XVIIe, du XVIIIe, du XVIe siècle, on parle de l'Algérie en tant que pays. On a remis, je vous interromps, on a remis en cause les bordures de notre pays. On a parlé à un moment donné des effets positifs de la colonisation. On a revu à la baisse les martyrs qui sont, selon Michel Abar, de non pas 1,5 million mais de 10 millions, c'est-à-dire depuis 1830 à 1962. On se rend compte donc qu'il y a une intensification. Pourquoi ça arrive selon vous à ce moment même de notre époque? Tout simplement, chaque fois qu'il y a des tensions politiques, on ressort l'histoire. Et c'est un peu c'est ce qu'on voit depuis à peu près maintenant 2 ou 3 ans. Chaque fois, on sort une histoire qui ne tient pas, bien sûr, debout. Et on essaye de faire valoir des choses parce que de l'autre côté, chez nous, donc il y a un déficit, c'est qu'on n'écrit pas également. Il y a très peu de gens qui écrivent sur l'histoire, malgré le fait qu'il y a une trentaine d'universités qui enseignent l'histoire. Normalement, on devrait être plus productif dans le domaine. Bien sûr, il y a un vide parfois, et donc certains auteurs profitent de ce vide-là pour justement faire passer des idées saugrenues, mais à force de les répéter, comme le disait Goebbels, à force de mentir, on arrive à faire admettre la chose qui n'existe pas. Nous sommes dans ce cas, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, est-ce que vous pensez qu'on méconnaît de plus en plus l'histoire de l'Algérie? Peut-être on profite aussi de ces lacunes concernant notre... oui, pas notre méconnaissance, le mot est un peu trop fort, mais en tout cas notre manque de recherche, notre manque de curiosité par rapport à nous, parce qu'il s'agit de notre identité. C'est sûr, parce que je pense que les gens qui sont chargés justement de transmettre ces aspects historiques utilisent toujours des méthodes anciennes.
on ne s'est pas adapté. La nouvelle génération, la jeunesse, a besoin des nouvelles applications. On utilise le smartphone. Donc, la façon de présenter les choses, on voit qu'il y a dans ce domaine-là une véritable insuffisance et un véritable déficit. Donc, il faut peut-être reprendre les choses et, si vous voulez, utiliser un discours ou un langage que les jeunes comprennent mieux que le discours un peu des conférences qu'on vient raconter, des histoires qu'on vient raconter et qui ne passent pas. Donc il faut absolument s'adapter. Un effort de pédagogie peut-être. Très important, très important. Aujourd'hui on le sent et on le voit. L'Algérie, enfin l'histoire d'Algérie est pleine d'aspects très attractifs, très importants, très émouvants, qu'on peut facilement transmettre aux générations, mais malheureusement, la façon de le faire est très importante. Alors, professeur Msafar Riadi, je vais vous poser la question directement et je vais faire exprès d'être peut-être simpliste. Est-ce que la guerre d'Algérie avec la France continue ? Sous d'autres aspects, bien entendu, au niveau des idées, au niveau des débats, qui sont de plus en plus houleux. Ça ne se passe pas avec... c'est peut-être un cas rare je sais pas, d'une histoire qui se poursuit. J'ai l'impression qu'on n'en a pas terminé, qu'on n'a pas encore soldé les comptes. Bien sûr, la France refuse d'avouer ses crimes, voire au-delà de s'excuser, mais on a l'impression qu'on n'a pas encore terminé le chapitre. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conflit entre le sud de la Méditerranée et le nord de la Méditerranée est un conflit d'abord idéologique qui a commencé avec la chute de Constantinople et la prise de Ishbilia, donc en Espagne. Donc ça, il faut remonter à l'histoire. Il y a eu toujours cette confrontation. Et lorsqu'on, par exemple, on lit certaines lettres ou certains articles, certains livres également, et il y avait une envie colonialiste d'occuper l'Algérie, de faire réduire au silence l'Algérie, parce que l'Algérie était une maîtresse de la Méditerranée. On sait que les Français, le François Ier par exemple, a sollicité l'aide de la Porte Sublime, qui a demandé à la marine algérienne d'intervenir, et la marine algérienne est partie occuper Nice pour éviter que l'Espagne ne l'occupe. Et pour les remercier, François Ier les a invités à rester 6 mois à Toulon durant l'hivernage. Donc ça, c'est des faits historiques qu'on ne peut pas effacer. Par la suite, bien sûr, il y a eu des relations commerciales entre l'Algérie et la France. Vous savez que l'un des facteurs de réussite de l'armée napoléonienne durant la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, ça a été surtout l'apport algérien. C'est que l'Algérie a donné de quoi manger à cette armée-là, grâce au blé qu'elle exportait aux armées napoléoniennes. On va en parler justement du blé. Alors hier, l'Association internationale des amis de la révolution algérienne, l'AIRA, lors d'une session, a remis au centre des discussions, vous savez, la problématique épineuse des archives détenues encore par la France. Est-ce que cette problématique, vous pensez qu'elle va être solutionnée ? Parce que c'est vrai que ça freine, en tout cas, ça rend problématique la recherche des historiens, notamment de la jeune génération. Moi, je pense que la France ne va pas donner facilement les archives. Pourquoi ? Parce que ces archives vont plaider contre elles. Il y a beaucoup de contenus qui vont mettre à nu tout ce qu'elle a affirmé et tout ce que les historiens français ont raconté jusqu'à présent. Parce que nous, les Algériens, nous n'avons pas accès aux archives. Moi, je sais, j'ai fait de multiples démarches pour accéder aux archives de la santé, par exemple les maladies du XIXe siècle. Je n'ai pas pu, alors que j'avais une autorisation, une lettre de recommandation de l'attaché militaire français de l'ambassade d'Algérie, de l'ambassade de France à Alger. C'est un secret défense. Donc, on ne peut pas accéder. Tout ce qui concerne pratiquement l'histoire militaire du XIXe siècle, on ne peut pas accéder. Plus grave encore, même pour les... Bon, c'est vrai que c'est autorisé un peu pour certains historiens français, mais il y a un historien français, Christian Lafaille, qui travaillait sur, par exemple, l'utilisation des gaz durant la guerre de libération, dans les grottes, etc. C'est un fait également avéré, puisqu'il y a eu pratiquement une centaine de grottes où on a utilisé des gaz pour gazer les gens qui ont été enterrés. Et c'était souvent des infirmeries de l'ALN.
il a été interdit d'accès aux archives, alors que c'était un chercheur français. Donc vous voyez, on a peur de révéler, de laisser apparaître ces trésors qui existent et qui peuvent être en fait des témoins contre tout ce qui a été affirmé depuis l'indépendance à ce jour. Alors je voulais vous recevoir pour parler d'une question bien particulière, le blé, la dette du blé, parce que quand on fait des recherches sur les sources ou les causes de l'invasion française en Algérie, quand on creuse, on voit qu'il y a une dette du blé entre le Dey d'Alger à l'époque et c'était la monarchie de Charles X. Et il y avait un intermédiaire, il y avait une famille, deux familles juives, Bouchner Bakri. Bouchner et Bakri. Bouchner et Bakri. Jacob Bakri et bien Bouchner, c'était deux familles bien entendu distinctes, qui venaient de Livourne, qui eux-mêmes avaient une espèce de grosse compagnie et qui négociaient le blé pour représenter donc le bey de l'époque. Et généralement, ils ont joué aussi sur cette dette pour accentuer la pression non seulement sur le Dey et pour pousser le colonialisme français de l'époque d'envahir Alger. Est-ce que c'est un complot ou est-ce que c'est parce qu'on les voit aussi venir avec le général, les généraux après, ils sont aussi des conseillers, donc ils sont gagnants avant, pendant et après. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'était voulu? Alors, c'était préparé. D'abord, ces juifs-là, ce sont des juifs qui sont venus d'Andalousie, qui se sont sauvés et qui ont été pratiquement brûlés. Beaucoup ont été brûlés et donc ils se sont sauvés de l'Espagne par la Conquista. Et seul le monde musulman les a accueillis parce qu'ils ont été refusés en Europe. Il se trouve que certaines familles, par la suite, parce qu'ils étaient des commerçants, se sont installés notamment en Italie, parce qu'il y avait des républiques italiennes, il y avait plusieurs régions qui étaient donc autonomes, et également au niveau de Marseille. Et c'était les mêmes familles pratiquement. C'est pour ça que les frères Bakri, qui avaient une société, l'un des frères s'est associé avec Bouchner, qu'ils ont créé également, il y avait une multitude de sociétés. Donc en fait, c'était des sociétés écrans, parce que c'était le gouvernement français qui achetait directement à l'Algérie, et eux, ils servaient uniquement d'intermédiaires. Et donc ils avaient livré des quantités énormes de blé à la fin du XVIIIe siècle. Et donc l'Algérie a toujours réclamé le paiement de ce blé-là. En 1801, il y a eu un accord de régularisation, si vous voulez, de cette situation financière qui n'a pas été tenu par les Français, accusant les Bakri et les Bouchner d'être des amis des Anglais parce qu'ils commerçaient également avec l'Angleterre. Et de ce fait, ils ont refusé de payer parce que la France était en guerre avec l'Angleterre. Mais finalement, ils ont fini par payer. Ils ont payé, je m'explique bien, ils ont payé les Bouchner Bakri, c'est-à-dire la dette contractée par Bouchner Bakri, et ils ont laissé le Dey avec une dette impayée. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à sortir leurs épingles du jeu. Ils ont payé une partie, effectivement, au Bouchner Bakri, mais le Dey n'a pas été payé. Oui, le Dey n'a pas été payé. Il y avait on a évalué ça lorsqu'il y a eu les accords, la lettre du Dey à la France en 1826. Il y a eu discussion. Et on avait évalué à 14 millions de l'époque, plus 4 millions, bien sûr, d'AGO, enfin d'intérêt. Mais il semble que ce soit plus, parce que ça, c'est des chiffres français. Il semble que ce soit plus, au moins le double de cette somme-là. Bref, mais la France a refusé. Et pour ne pas payer, ils ont trouvé l'histoire du camouflet, donc du coup d'éventail, pour demander, pour humilier l'Algérie, en quelque sorte, demander des excuses, sinon on vous occupe. Alors le coup d'éventail, justement, c'est le Dey qui a du mal à partir avec Duval, qui est le consul français de l'époque. Et selon des historiens, Duval était dans la main des Bouchner Bakri, tout comme Talleyrand. C'est même le diplomate anglais qui le dit, Saint John, qui remarque, qui est sur place, qui voit la scène. Et lui, il dit tout de suite que Duval est de mèche avec les Bouchner Bakri. Donc on a l'impression quand même qu'on est en train de préparer, fomenter le futur projet colonial en Algérie. Tout à fait, c'était préparé. Pourquoi? Parce que parallèlement, c'est-à-dire à partir de
D'abord, il y a eu Boutin, le commandant Boutin, qui a été envoyé, qui a fait les relevés cartographiques, etc. Et Napoléon. Puis, oui. Et à partir de 1827, la fin de 27, pratiquement en 1827, on a commencé à préparer la flotte. Donc Toulon et d'autres ports étaient mobilisés pour préparer les bateaux, pour préparer les moyens. Donc ça a pris 2 ans et demi, pratiquement, la préparation. Durant cette période-là, la France a décidé de faire un blocus d'Alger. Donc, ce n'était pas un truc de camoufler ou de coup d'éventail. En fait, c'était une stratégie, tout était préparé et on attendait uniquement le moment opportun. Alors, on attendait le moment opportun. Le moment opportun, c'était la prise du trésor d'Alger. Justement. Il y a un très beau livre de Péan. Pierre Péan. Pierre Péan. Pierre Péan, justement, il nous parle du réseau Sardes. Il nous parle du réseau Sardes. Et on retrouve les Bouchner-Bakri, on retrouve Talleyrand, et on retrouve un nom qui est quand même... On retrouve Schneider, on retrouve un nom qui est connu, on retrouve les Rothschild. Oui. Est-ce que les Rothschild seraient derrière, dans la coulisse, concernant le projet de l'invasion de l'Algérie? Parce qu'en fait, on arrive à mettre la main sur le trésor d'Alger. Napoléon Ier déjà avait des échos sur le trésor d'Alger. Beaucoup, c'était une rumeur, mais beaucoup voulaient le vérifier et beaucoup étaient certains qu'il existait. Ils arrivent à mettre la main dessus. Une partie du trésor se retrouve à Montpellier. Officiellement, il aurait transporté du plomb. Une autre partie se trouve sur la Tamise en partance pour Londres. Une autre partie aux États-Unis. Donc, on voit que finalement, c'est une entreprise de piraterie. Absolument. Il y a eu un véritable hold-up qui s'est opéré à Alger. D'ailleurs, la quantité elle-même n'est pas précisée. On parle de 6 milliards actuels, 6 milliards d'euros actuels. Plus. On parle c'est plusieurs milliards. Parce qu'à l'époque, on a parlé de 230 à peu près quintaux d'or. D'or, oui. Mais en fait, il y en avait plus parce qu'il y a eu des vols déjà avant par les militaires français. Ensuite, on n'a pas parlé du reste, c'est-à-dire tous les œuvres d'art qui ont été volées. Les bijoux qui ont été volés, des rubis, des émeraudes. Pas au niveau du trésor, mais au niveau des villas et des maisons des dignitaires algériens qui étaient à l'époque qui ont été occupés par les militaires français. Donc il y a eu une véritable razzia sur tout ce qui avait de la valeur. On a même vu des officiers supérieurs français courir dans les rues d'Alger pour déplumer les autruches. Il y avait quelques autruches pour prendre les plumes. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on est descendu jusqu'à ce niveau-là. Donc, il y a eu une véritable razzia qui a été opérée à Alger. Et on ne sait pas exactement les chiffres qui sont avancés. On peut mettre le double ou le triple sans se tromper. C'était trop important pour cela. Il faut peut-être même une commission d'enquête d'historiens pour un peu préciser l'importance. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons qu'une version européenne de ce qui s'est passé. On n'a pas encore de version interne. Par exemple, il n'y a pas eu on ne sait pas s'il y a eu des écrits, mais je suis sûr qu'il y a eu des écrits. Il y a une enquête, pourtant, l'enquête du militaire Flanvin, qui avait essayé on avait mis une commission pour voir, parce qu'en fait les Français ne comprenaient pas, les autorités françaises ne comprenaient pas comment ça se fait que le trésor ait échappé au trésor français, parce que ça aussi, à l'époque... Mais même cette enquête-là a été en fait achetée par la suite, parce qu'on lui a donné, il y a eu des micmacs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même des centaines d'Ottomans qui étaient là, et qui ont été renvoyés d'abord sur l'Italie, ensuite sur la Turquie. Ces gens-là ont écrit. Certainement, parce que les Ottomans avaient cette façon importante de toujours écrire. Il faudrait peut-être qu'il y ait une étude historique sur ça, parce que je suis certain qu'il y a des écrits au niveau des archives turques qui pourraient nous renseigner sur cet aspect-là. Les Français ont toujours dit qu'il n'y avait pas d'écrit, mais ce n'est pas vrai. Il y a une thèse, par exemple, qui a été faite par une Américaine sur les impôts en Algérie durant la période ottomane, et elle s'est basée justement sur les archives turques. Elle a trouvé des registres, parce que les Français, pour ne pas donner, par exemple, le nombre d'habitants dans les villes, ont fait des estimations. C'est pour ça qu'ils ont parlé de 3 millions en Algérie, etc. N'ont pas voulu donner, alors que les Ottomans étaient très précis dans les registres. Par exemple, les décès.
les décès, surtout dans les épidémies, par exemple l'épidémie de 1820, il y a eu 20 000 morts par le choléra, par le typhus, si ce n'est plus. Et donc on a les listes des noms des gens. On fera une autre émission, Moustapha Khriati. Vous voyez, c'est passionnant l'histoire, surtout quand on parle avec des connaisseurs comme vous. Merci d'avoir été des nôtres. Notre rendez-vous du jour arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis.